parfait. Donc bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Donc merci au Meetup GenAI et à Flint de me permettre de vous présenter quelque chose ce soir. Et merci donc à CTO de nous accueillir et payer les pizzas, c'est vraiment sympa. Donc ce soir, je vais vous parler d'une librairie qui s'appelle DeepAgent qui permet de faire assez facilement des agents profonds. Je vais faire simple, on peut planter le décor, identifier les problématiques liées à ce genre d'agents. Ensuite, comment DeepAgent de Landgraph tente de résoudre ces problèmes. Je vous ferai une petite démo pour vous montrer comment ça fonctionne. Et j'espère que vous apprécierez la puissance du truc. Et je reviendrai ensuite sur quelques éléments à avoir en tête quand on se lance dans ce genre de projet d'agent profond. Alors, je vais revenir un petit peu, peut-être un peu loin, c'est-à-dire à peu près à 3 ans, où on avait, et on a toujours d'ailleurs des LLM qui sont très performants dans le traitement de l'information. On en a parlé un petit peu avant. Vous leur donnez 50 fichiers, hop, ils vous en font une synthèse comme ça, vite fait. Vous leur demandez, vous leur soumettez un problème, vous leur demandez de faire une liste à suivre pour résoudre votre problème, il vous l'a fait. Il vous dit exactement ce qu'il faut faire pour régler votre problème. Donc c'est plutôt brillant, c'est sympa, mais en fait, bon, c'est plutôt passif, quoi. Donc c'est un peu comme si c'est quand l'architecte vous donne le plan de votre maison, il dit maintenant c'est à vous de jouer. Donc, pour régler ce problème, on est passé, il y a eu la création du function calling. Function calling, c'est-à-dire la création d'outils qui va être mis à disposition du LLM pour exécuter des tâches que ne sait pas faire lui-même. C'était la deuxième étape. Donc, par exemple, au lieu de faire un plan en marquant pour faire ça, il faut rechercher sur le web, et il va chercher sur le web tout seul, grâce à cet outil, et il va analyser et continuer son problème. Je voulais juste savoir qui connaît DeepAgent ici. Quelques-uns. Bon, ça va, donc ça va servir à beaucoup plus que... donc le function calling, c'est super, on a des outils, donc c'est vraiment sympa, on a ce qu'on recherchait en fait quelque part, une espèce d'intelligence qui à la fois pense et agit. Le truc, c'est que c'est là où les problèmes commencent. Enfin, vont commencer. C'est-à-dire que on se heurte à quelques murs. Donc, pour ceux qui savent, et même ceux qui ne savent pas, mais à un moment, avec le temps, l'IA a tendance à oublier. Donc, c'est bien de lui donner des outils, mais si vous laissez traîner le process, il y a des fois, il va oublier ce qu'il a fait en début de process. Donc, ça donne des résultats pas terribles. Ensuite, la plupart du temps, l'IA porte les données dans son contexte, dans son cerveau. Donc à chaque tour, le contexte, il augmente. Donc, qui dit augmentation de contexte, dit augmentation de token. Et qui dit augmentation de token, dit argent qui sort. Ensuite, le problème qui est venu après, c'est que en cas d'erreur, l'LM plante, enfin je veux dire, l'agent plante et il vous laisse en rate comme ça. Il n'y a pas de gestion d'erreur. Et enfin, il faut toujours se rappeler que l'IA, elle fait ce qu'elle lit. Donc, une instruction un peu malveillante, avec exécuter l'instruction malveillante, et ça peut construire des catastrophes. Et des fois, il n'y a pas besoin d'instruction malveillante, il faut qu'elle comprenne un peu de travers, ce qui lui arrive de temps en temps quand même. Et voilà, vous vous retrouvez avec un disque dur écrasé. Voilà. Enfin, on va y revenir. Donc, cependant, des sociétés très puissantes que vous connaissez tous, ont bâti quand même, et ça vous le voyez tous les jours maintenant avec les LLM modernes,
les LM ne se contentent plus simplement de répondre à la question. Ils peuvent aller chercher sur Internet, ils vont faire tout un tas de choses. Et si vous regardez des outils comme Claude Code, ben voilà, il vous faut votre code, et vous tapez un truc, et puis il prend votre code base, il va chercher les trucs, il fait tout plein de modifications. Donc, toutes ces entreprises que j'ai mis à l'écran, là, ont développé des outils qui cadrent l'exécution des agents de manière à ce qu'ils puissent s'exécuter sans trop de dérapage. Donc, c'est des outils hyper puissants. Enfin, pour les gens qui font du code, je ne sais pas si vous avez utilisé Claude Code, mais enfin, bon, c'est assez bluffant. Le problème, c'est qu'ils sont propriétaires. Et si vous voulez faire la même chose, bah, il n'y a pas trop le choix, il va falloir le coder. Et c'est là que quand même, les problèmes, enfin, c'est pas que c'est des problèmes, mais vous allez avoir du taf. Parce que pour que l'agent profond puisse s'exécuter sans trop de dérapage, il va falloir que vous gériez le contexte de la mémoire, pour pas qu'il oublie au fur et à mesure que le process avance, pour pas qu'il oublie les tâches qu'il doit exécuter. Vous aurez à développer aussi une couche pour la planification et l'orchestration des tâches, pour savoir, pour permettre à l'agent de bien prioriser ses tâches et de les exécuter. Vous allez devoir gérer l'exécution d'outils. Ces outils, il faut les faire, mais il faut gérer leur exécution. Et puis il faut aussi, c'est des outils Python, mais ça peut être aussi ou autre langage, mais ça peut être aussi des outils qui utilisent des protocoles complexes, un peu comme MCP. Va falloir aussi que vous gériez les erreurs, on en a parlé, les erreurs et les interruptions, de manière à ce que votre agent ne s'effondre pas à la première difficulté, au premier plantage. Et si vous voulez un contexte de conversation un peu fluide, vous devrez aussi gérer toutes ces sauvegardes de la conversation au fur et à mesure qu'elle se déroule. Alors, c'est un travail qui est colossal. Si vous voulez donner une idée, vous allez voir le repo d'AutoGPT, qui est un petit peu ancien, mais qui est assez significatif. Vous allez voir, c'est des milliers de lignes de code, quoi. Et tout ça, rien que pour faire de la plomberie, en gros. Là, une fois que vous avez fait ça, vous avez juste le cadre pour faire un agent qui va exécuter une tâche. Donc déjà, vous avez bien sué, mais pour l'instant, la valeur de votre truc, c'est 0. Mais la bonne nouvelle, n'est-ce pas, c'est que l'équipe LangGraph propose à travailler pour vous et pour nous, et a fait cette librairie qui s'appelle DeepAgent et qui va fournir tous les outils, tout le framework, tout le harness, comme disent certains anglo-saxons, qui vont cadrer l'exécution de l'agent et permettre qu'il s'exécute dans de bonnes conditions. Donc, tous les problématiques qu'on a vues tout à l'heure, la gestion de la mémoire, le human in the loop, l'utilisation de sous-agents, comme on en a parlé un petit peu avant, le prompt caching pour Anthropic, bon, tout ça a été packagé. Voilà, tout ça a été packagé et il n'y a plus qu'à l'utiliser. OK ? Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu à quoi ça ressemble et de vous faire une petite démo. Et donc, vous êtes bien, vous écoutez bien. Hein. J'espère que c'est moi qui vous capte et que ce n'est pas parce que vous vous ennuyez. Bien, allez, on va basculer. Bon, c'est pas grave, je ne me touche jamais. Hein. Bonjour le micro. Alors, je vais basculer sur, je ne sais pas quoi. Ah oui, c'est là. Donc, je vais commencer par vous montrer un bout de code qui montre à peu près dans une cinquantaine de lignes de code comment vous avez accès à toute cette infrastructure qui va vous permettre de travailler sans trop de problèmes. Donc, classique, je commence ici. Vous me dites si vous ne voyez pas bien. Hein.
Là, je vais commencer par, évidemment, on va dire quel modèle on va utiliser. D'accord? Ici, on va mettre le prompt. Bon, intelligent et bien fait de préférence. Le prompt, bon, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec ça, c'est le truc vraiment très très important. Sinon, si vous faites un prompt trop pas assez précis, vous risquez de rencontrer beaucoup de problèmes. On a parlé d'outils comme la recherche de web, etc. Ben voilà, c'est là. Hein. Alors, par ailleurs, vous les avez codés quelque part, vous leur avez donné un nom, mais vous les déclarez ici. Si vous avez des tâches un peu plus complexes, des agents qui doivent aussi travailler en toute autonomie, vous pouvez utiliser des sous-agents, pareil qu'on a ici, référencés. On a parlé tout à l'heure de validation humaine, donc de Human in the Loop. C'est ici, vous voyez, en 3 lignes de code qu'on va définir à quel endroit, enfin en 3 lignes, mais bon, un peu moins, c'est là où on va définir que tel outil nécessite une validation de l'utilisateur. Enfin, presque, là, on va passer sur la partie de la gestion de la mémoire. D'accord? Donc ici, avec un système de route, pas de racine, hein, de route, la route, on va indiquer au LLM où est-ce qu'il doit sauvegarder son travail. On a la capacité d'indiquer plusieurs endroits de sauvegarde. On peut très bien choisir d'être dans la mémoire, sur le disque ou bien en base de données. D'accord? Donc dans votre prompt, vous allez dire, ben voilà, telle information, ben, tu vas la sauvegarder dans telle route. Et si la route indique que c'est le file system, ben, elle va écrire dans le file system. Si elle indique que c'est dans la mémoire, ce sera la mémoire, évidemment, vous avez compris. Si elle indique que c'est dans la base de données, il va la sauvegarder dans la base de données. Vous pouvez aussi créer votre propre middleware. Ça, c'est un truc sympa. C'est-à-dire que vous pouvez, là en l'occurrence, je fais un middleware qui va, avant de sauvegarder les données, vérifier qu'elles ne sont pas sensibles. Donc c'est un outil. Et du coup, ça vous prévient de certaines fuites de données si vous mettez ce genre de choses en place. Là, on a l'utilisation du checkpointer. Donc ça permet en fait de sauvegarder le contexte de la conversation ou de l'exécution de l'agent, ce qui vous permet, par exemple, si l'agent plante, de le relancer à l'endroit où il s'est arrêté. Et en plus, ça sert quand vous êtes dans du conversationnel à garder tout le contexte de la conversation et de garder toute la mémoire de ce qui s'est dit. Et ce qui est quand même plus intéressant dans le LLM, c'est qu'il se rappelle quand même de ce qu'il vous a dit et ce que vous lui avez dit. Là, on va être sur des variables qui n'ont pas spécialement beaucoup d'intérêt. Voilà, le nombre d'itérations avant qu'ils s'arrêtent quand même, pour éviter qu'ils partent en boucle. Limiter le contexte pour peut-être limiter les consommations excessives, etc., etc. Donc ça, vous voyez, c'est une cinquantaine de codes. Une cinquantaine de codes. Et encore, bon, j'ai un petit peu détaillé. Donc vous avez dans ces 50 lignes de code toute l'infrastructure pour que votre agent profond il fonctionne. Ce qui veut dire que votre temps, vous le passez plutôt à coder des outils et des sous-agents plutôt qu'à faire de la plomberie. Maintenant, on va voir comment ça fonctionne dans la réalité. Donc je reprends rapidement le code que j'ai fait, j'ai fait faire. Je détermine ici les outils. Vous voyez, mes outils Python. Donc là, ça va être une web request parce qu'en fait, l'agent que je vais vous montrer, son rôle, ça va être d'aller chercher des informations sur un catalogue d'entreprises qui font des pièces informatiques, des pièces détachées informatiques. Et je vais lui demander de comparer ces catalogues avec les catalogues de ma propre société, de faire une analyse. Donc ça va être le premier tour. Et quelques semaines après, je vais lui dire, fais-moi une nouvelle analyse et prends en compte les premiers éléments que tu as trouvés lors de la première analyse. Donc là, c'est pour
c'est pour expliciter cette notion de mémoire et de conservation de l'information sur le long terme. Donc pour ça, j'ai besoin d'un petit outil qui va faire la recherche des catalogues. Là, je fais un tools pour créer un fichier sur le disque. Là, c'est pour illustrer, vous allez le voir après, l'utilisation du Human in the Loop, donc de la validation humaine avant l'écriture du fichier. Je rentre dans la création de l'outil. Là, je vais déclarer mon back-end pour la sauvegarde des rapports. Donc là, vous avez reconnu l'utilisation de Postgre. Ici, j'initialise le back-end. Donc là, c'est sympa. Hein. Si la table existe dans la base de données, il la crée. Si elle n'existe pas, il la crée. Et si elle existe, il l'utilise. Là, je vais lui indiquer que tous nos échanges, enfin, toute l'exécution va être sauvegardée en mémoire avec le checkpointer. Et j'attaque la création de l'agent. Je choisis mon modèle. Je déclare mes tools. Je déclare ici que mes données seront sauvegardées. Mes données, je dois sauvegarder en base. Et bien pour ce faire, l'agent va invoquer la route memories. Et je déclare ici que mon tools write market analysis devra être interrompu pour une demande de validation par l'utilisateur. Je vous montre le prompt rapidement. Voilà, fait une analyse concurrentielle, il n'y a rien de particulier. Je vais demander d'analyser des choses, je vais demander de faire tel et tel livrable. La chose à retenir, c'est là. C'est sauvegarde toutes les analyses nécessaires long terme dans Memories. C'est comme ça que le LLM va faire le lien entre ce qu'il doit sauvegarder et où il va le sauvegarder. Donc à partir du moment où il décide de sauvegarder quelque chose, il va dire via le framework, sauvegarde cette information dans Memories. DeepAgent dit Memories, c'est mon backend Postgre, donc je sauvegarde ce que vient de m'envoyer le LLM dans Postgre. Donc là, on va passer à la démo. Alors normalement, j'ai fait tout pour que ça fonctionne, mais bon, on n'est jamais à l'abri de l'effet démo. Donc, la base de données est vide. Donc, je vais lancer l'analyse de la première semaine. Donc, je ne vous cache rien. Hein. J'ai fait un petit site. J'ai fait 4 petits sites internet avec des catalogues qui se ressemblent tous pour pas trop galérer. Mais ce que vous allez voir là, ce que je trouve intéressant par rapport à ce que disait Dorian tout à l'heure, c'est que vous allez avoir un peu l'illustration des quatre pièces du puzzle, hein, la recherche, avec une recherche web, l'analyse sémantique, il allait dire ce qui est dans les catalogues, y réfléchir, proposer une analyse. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre la conversation, moi, c'est un peu détourné avec le Human in the Loop, puis il y en avait un troisième, et la création, donc il va créer les rapports. Voilà. Donc, je me lance. Non. Si, voilà, c'est là. Bon, j'ai mis un petit runner au milieu pour que il y ait des choses qui s'affichent soient lisibles. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Donc, c'est parti. Donc, voilà, ça y est, l'agent se lance. Donc, il va les contacter, il va envoyer le prompt système. Voilà, c'est parti. Donc, regardons un petit peu ce qui se passe. Donc, le LM prend la commande. OK, donc je vais analyser les offres. Vous voyez bien, hein? Ouais, vous voyez bien. Donc, je vais prendre les offres de la semaine 1 pour notre site et les 3 concurrents. Donc, il va commencer par récupérer les informations. Paf! On voit ici l'appel de mon tool. Web Request. D'accord? Il lance en parallèle les 4. En plus, il parallélise. C'est sympa, hein? On n'est pas dans du séquentiel. Là, qu'est-ce qu'il fait? Le tool LS, c'est qu'il va lister s'il n'y a pas déjà des choses qui sont en base. Vous voyez? Donc, il utilise le LS et il dit, je vais regarder ce qui se passe dans la table, enfin, dans la route Memories. Le framework DeepAgent lui répond, il n'y a rien. OK. Donc, il va créer les analyses avec les 3 livrables demandés et il organise tout ça dans un plan de travail. Là, c'est l'organisation des tâches dont je vous ai parlé au début, avec priorisation. Donc, il crée sa liste de to-do. OK. Donc, je vais analyser les offres.
status in progress, puisqu'il a commencé. Je vais comparer les analyses précédentes et existantes. Là, on est en pending, etc. Et le reste, tout est en pending. Voilà, donc là, il passe à créer les livrables. Donc, il a écrit dans un fichier, donc dans la base, en memorise, une première analyse. Il continue. Là, c'est les actions stratégiques. Voilà, il a fini ses tâches. Et il passe à la partie écriture sur disque. Et là, vous voyez en bas, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en bas, là, hop, il a marqué décision, approve, reject. J'ai rien fait de plus que le mettre dans une ligne de code. Hein. Je vais lui dire que j'approuve. Donc il écrit, il va sauvegarder, il met à jour sa liste de to-do. Bon, ça peut, je suis un peu dépendant, et voilà, c'est terminé. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Vous voyez, donc là, on a illustré le fait que il a fait ses to-do, sa liste de to-do, il a été récupérer les informations, il a été les écrire dans la base. D'ailleurs, je vais vous montrer. Hop. Voilà, on a récupéré ici l'analyse de la semaine avec une analyse stratégique. OK? Et bien maintenant, on va voir à quoi sert cette mémoire. Je pense, alors faut que je devine ce qui se passe parce que... Ah oui, il y a marqué masqué. Ah, merci. Je masque. Et je passe à la semaine 7. Je relance. Donc on va retrouver à peu près le même process. Hein. C'est parti. Donc il récupère les informations de la semaine 7 sur les sites web. Là, il voit qu'il y a des analyses précédentes. Hein, en comparaison aux données de la semaine 1. Voilà, parce que vous voyez ici, il a fait un read file cette fois-ci. D'accord? Je recommence. Ici, il fait un ls, donc il fait une liste de ce qu'il y a dans la base de données. On a vu que dans la base de données, il y avait 2 fichiers qui correspondaient aux analyses précédentes. Il décide de les lire. Et après, donc il met à jour ses to-do, ça vous avez compris. Et après, il va faire l'analyse pour finir par les écrire dans le back-end. Donc je passe, hein, ça c'est pas très intéressant. Hop, il écrit, hop, hop, hop. Il me redemande est-ce que j'approuve. J'approuve. Donc tout ça est en train de se finaliser. J'ai fini, j'ai complété toutes mes to-do. J'ai fait mon rapport et maintenant je vais m'arrêter. Et si je vais dans ma base de données, voilà, j'ai la semaine 7 et les deux fichiers de la semaine 7 qui sont bien dans la base de données. Voilà, donc on a bien donc la recherche, l'analyse sémantique, la création et la conversation. Bon, c'est un peu détourné, c'est pas une vraie conversation, mais ça y ressemble. Et tout ça à partir d'un truc qui tient dans quelques lignes de code. Alors, je vois que je vous ai tous cloués, c'est super. Non, je déconne. Donc, alors, malgré tout, il faut avoir quelques idées en tête. Je regarde si je suis dans le timing. Ouais, ça le fait, non? Donc, vous voyez, on a délégué pas mal de choses au LLM, parce que finalement, on a fait la plomberie, mais à la finale, c'est quoi? C'est le LLM qui bosse. C'est lui qui va appeler les outils. C'est lui qui va appeler les subagents. Donc, à partir du moment... Ça, je vais l'enlever, j'avais plus besoin. Donc, à partir du moment où vous travaillez avec des LLM, ça, je pense que Dorian et Polly, ils sont souvent confrontés à la chose, bah, vous êtes en face, vous devez gérer une certaine incertitude. Et ça, c'est pas sans conséquence. Alors, moi, ce que je vous invite à faire, quand vous voulez faire un agent profond, comme ça, hein, qui est autonome, c'est... alors, je me rappelle mon texte, parce que c'est pas toujours... Je suis à la fin. L'idée, c'est de... ah, zut, alors je vais essayer de recoller.
Donc si vous acceptez l'incertitude, voilà, si vous devez être vigilant, vous devez être très vigilant sur les actions critiques. D'accord? Et ne pas hésiter à demander, à implémenter une validation humaine pour les opérations, pour les opérations qui le nécessitent. Ensuite, là, quand vous lancez dans ce genre de choses-là, la traçabilité, c'est très, très, très important si vous voulez comprendre comment votre agent il fonctionne. D'accord? Là, il a fait 2 fichiers. Dans la session précédente de test, il en avait créé 3. Il en avait créé 4 fichiers. Un par concurrent et une analyse globale. Vous voyez, c'est le LLM qui a décidé. Donc, alors on peut régler ça avec le prompt, mais vous voyez, vous laissez un peu de part de vous-même là-dedans, quoi. Hein. Donc, c'est pas très grave si vous savez ce qu'il fait. Et pour voir ce qu'il a fait, il faut de la traçabilité. Alors, vous allez prendre par exemple des outils comme Longsmith, qui va vous permettre de savoir toutes les actions qui ont été faites, là où il y a eu de la validation. Et donc, vous pourrez étudier là où ça peut poser problème. L'intérêt aussi de ce genre d'outils, c'est que ça va vous donner la consommation de tokens. Dans un monde pas financiarisé, mais où l'argent compte, hein, c'est intéressant de savoir où est-ce qu'on consomme des tokens et voir si cette consommation est bien justifiée pour éventuellement prendre une décision de dire bah non, mais ça, c'est pas la peine, je ne sais pas pourquoi on l'a fait faire pour le LLM, mais en fait, effectivement, une regex, c'est largement suffisant. Donc voilà, on externalise le truc. Ce que vous allez faire aussi, ce que je recommande aussi de faire, bien sûr, alors c'est un peu le b.a.-ba du travail, mais c'est de bien structurer, bien architecturer vos agents. Les prompts, les back-ends, les tools, etc. Tout ça doit être bien organisé pour savoir, pour garder la main sur l'exécution, pour tenter le plus possible d'orienter et de faire en sorte que le LLM fasse ce que vous voulez qu'il fasse, et pas que lui-même décide de faire des trucs un peu bizarres. Et enfin, qu'est-ce que j'ai enfin ? Une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce que j'ai encore à dire? Je ne me souviens plus, excusez-moi. Oui, très très important. Travailler avec des données réelles à un moment. Parce qu'on est dans l'analyse sémantique à un moment. Donc les petites bases de tests, machin, etc., c'est bien. Mais la vérité, elle va sortir des données des vraies données de clients, etc. C'est là où vous allez trouver les petites ambiguïtés, les petites choses trappes, les petits problèmes d'interprétation. Ça, couplé avec de la traçabilité, vous allez comprendre pourquoi le LLM a réagi comme ça face à telle donnée et éventuellement corriger le prompt. Pour répondre un peu à votre question tout à l'heure, monsieur, sur la différence de qualité des différents LLM, personnellement, effectivement, je veux dire, si vous prenez des produits d'Anthropic par rapport à Mistral ou par rapport à de l'open source, il n'y a pas photo. Par contre, vous n'avez pas besoin forcément de ChatGPT-2 pour faire simplement de la classification. Mais par contre, à peu près un truc équivalent, si vous prenez du Mistral large, etc., qui est beaucoup moins cher quand même que les modèles d'Anthropic, vous pouvez corriger un petit peu et arriver à une qualité qui est quand même pas mal via le prompting. Voilà. Mistral large qui est open source maintenant. Enfin, en tout cas, les poids sont open source. Une dernière diapo pour vous mettre en tête quand même que ce genre d'outil, ça peut être très dangereux. Voilà, il y a des cas documentés où des agents en toute autonomie ont explosé une base de production. Voilà. Ou un autre qui a détruit l'intégralité du disque dur. Voilà. Donc gardez toujours ça en tête. La sécurité, c'est important. Et alors, je ne vous parle pas de cybersécurité parce que alors là, ça peut vraiment conduire à des choses catastrophiques. Voilà, merci pour votre attention.